de dénicher le mal là où il se trouve. Le mal aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Il faut aller capturer Paul Kagame, le ramener ici et le juger à la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir donc la paix et la paix pour toujours. Moi, je vais vous dire une chose. Si je suis président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Je ne veux pas m'arrêter aux frontières de la RDC. Nous allons poursuivre ces rebelles-là juste dans leur dernier retranchement au Rwanda. Mais eux, ils veulent les consignes en entrant sur le territoire congolais. Œil pour œil, dent pour dent. Info 243 au cœur de l'actualité. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Des questions d'actualité avec un invité. Chaque semaine, nous décryptons. Question pour nous de vous amener au cœur des questions d'actualité et certains éclaircissements. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons pour vous, pour la deuxième fois, Dr Noël Tiani. Il était candidat à la présidentielle de 2018. Monsieur Noël Tiani, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir ici. Alors, 60 ans après, le roi Philippe est à Kinshasa. Il a exprimé ses sentiments ou un discours d'un sentiment de regret par rapport à ce qui s'est produit 60 ans passés. Quelle est votre impression par rapport à son discours et d'ailleurs son arrivée à Kinshasa pour la première fois? Vous savez, la Belgique et la République démocratique du Congo, notre pays, entretiennent des relations depuis plus de 200 ans maintenant. D'abord en tant qu'État indépendant du Congo et ensuite en tant que colonie belge. La colonisation s'est terminée le 30 juin 1960, mais nous avons gardé des liens étroits qui sont comme des liens dans un couple. Tantôt il y a des hauts et tantôt il y a des bas. Moi personnellement, je fais partie de cette histoire-là pour avoir étudié en Belgique. J'ai étudié à Liège jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Et quand on était à Liège, ou quand on était en Belgique, on avait senti que les Belges nous avaient accueillis chez eux. Ils nous ont traités comme ils nous ont traités. Je pense qu'aujourd'hui, étant partie d'un pays souverain qui est la République démocratique du Congo, il est tout à fait normal et logique qu'on accueille aussi en tant que partenaire. Et un accueil chaleureux comme ça, une mobilisation comme ça, une forte mobilisation d'ailleurs, voire même de journées presque chômées pour certaines personnalités. Bon, je ne voudrais pas aller jusqu'à donner autant d'importance à cela. L'essentiel, c'est que le roi des Belges a été accueilli ici, dans une colonie qui est devenue un État indépendant. Et nous avons voulu donner le signal que tout va bien maintenant entre la Belgique et la RDC et que nous pouvons regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance. Le passé, c'est le passé, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup d'abus de la colonisation belge sur les Congolais. Plus de 10 millions de morts de nos compatriotes qui ont été soit tués, qui ont eu des bras cassés, des bras coupés, des mains coupées, ainsi de suite. La colonisation belge était l'une des plus cruelles que l'humanité n'ait jamais connues. Nous ne devons pas oublier cette histoire-là. Mais maintenant que c'est terminé, nous pouvons entretenir de nouvelles relations en regardant à l'avenir des relations de partenariat où nous traitons d'égal à égal un pays étranger par rapport à la République démocratique du Congo. Vous pensez à ces partenariats? Est-ce que c'est réel? Bon, ça existe. La question est de savoir. L'équilibre est respecté? Ça dépend de nous Congolais. Moi, je vous dis que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, tel que je l'ai conçu, tous les bailleurs de fonds, je considère la Belgique comme étant un des bailleurs de fonds, un des partenaires de la République démocratique du Congo. Il y en a tout plein à l'extérieur avec qui nous devons entretenir des relations d'égal à égal. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, pour nous, ce sont des pays étrangers. Nous devons définir comment travailler avec eux, de façon telle que nous, les Congolais, on puisse tirer la couverture de notre côté dans le partenariat que nous avons donc avec eux. Donc, tout dépend de ce que nous, Congolais, nous voulons. On ne doit pas se laisser faire, se laisser dicter le genre de coopération qu'eux, ils veulent à leur profit. Nous pouvons leur dire, voici ce que nous voulons globalement, est-ce que vous pouvez nous aider dans ce domaine-là? Je donne un exemple aujourd'hui. Nous avons besoin d'assistance militaire. J'ai entendu le roi des Belges dire qu'il est prêt à aider les Congolais sur le plan sécuritaire. Et nous devons définir maintenant cette aide doit être comment. Par exemple, elle doit inclure
au-delà des questions d'argent ou de contributions financières. Elle doit inclure la formation de nos militaires, elle doit contribuer la contribution aux équipements, c'est-à-dire les avions de guerre, les chars de combat, les munitions, les armes. Elle doit inclure l'engagement des troupes belges aux côtés des troupes congolaises pour faire face à l'ennemi commun que nous avons donc, qui est le Rwanda. Alors, parlons directement de cette situation qui fâche, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de cette situation qui prévaut à l'est de la République? Moi, je crois que le masque est tombé. Depuis très longtemps, la communauté internationale et même les autorités congolaises ont été complices de ce qui s'est passé à l'est de la RDC. Vous vous rappelez bien que sous le régime de M. Joseph Kabila, pendant toutes les années qu'il a été là, il n'a jamais désigné le Rwanda comme étant un pays agresseur. Bien au contraire, il y a eu des militaires rwandais qui sont venus et à qui on a donné des responsabilités importantes dans notre armée et qui ont même occupé des portions de terres congolaises. Très ouvertement. Vous vous rappelez le monsieur qu'on a appelé Bosco Tanganda, c'était littéralement un autre chef militaire qui dirigeait des grandes portions des territoires congolais à l'est de la République. Il a fallu qu'il puisse être mis en accusation et qu'il fuit lui-même pour se livrer auprès des autorités de la Cour pénale internationale. Donc aujourd'hui, le masque est tombé. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise a capturé des militaires rwandais sur le sol congolais qui prétendaient être des rebelles du M23. On a trouvé que ce sont des Rwandais. En réalité, ce sont des Rwandais. Tous ces gens-là sont des Rwandais. Vous vous rappelez, M. Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, vous voulez que je vous dise ça en quelle langue? Ces gens-là, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Donc aujourd'hui, le masque est tombé. Nous sommes devant la réalité. Que faire maintenant pour finir avec cette rébellion ou ces rébellions répétitives qui sont entretenues par Paul Kagame et le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la RDC, déstabilisation destinée à créer ce climat d'insécurité qui leur permette d'exploiter les ressources naturelles et de soi-disant dire que le Rwanda connaît une croissance économique vertigineuse, croissance économique qui est appuyée par le vol des minéraux de la RDC. Donc aujourd'hui, le peuple congolais semble être mobilisé comme un seul homme. Nous devons appuyer nos FRDC pour qu'on puisse terminer ces aventures rwandaises avec la force. Il n'y a que la guerre qui pourra nous permettre, nous, Congolais, de nous libérer donc de ces Rwandais. Face à cette situation, le président de la République apparemment opte pour l'option diplomatique. Selon vous, entre l'option diplomatique et militaire, actuellement, pour se faire respecter et imposer la paix à la partie est de la République démocratique du Congo, soit à l'intégrité de notre pays, quelle option est favorable? Il ne faut pas oublier la diplomatie ou le dialogue. Et surtout lorsque cette diplomatie elle est conduite à travers des organisations internationales ou bien d'autres pays à qui nous pouvons faire confiance. Mais il ne faut pas oublier à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un peuple qui est hypocrite. Les Rwandais sont des hypocrites. Paul Kagame, c'est un hypocrite, c'est un menteur qui ment à la communauté internationale continuellement qu'il vient en RDC pour pouvoir poursuivre les rebelles Hutus. Nous, on n'a plus ce problème-là. Et qui prétend aussi, qui est menteur, qui prétend que les rébellions qui se passent à l'est de la République sont entretenues par des Congolais. Nous savons que ce n'est pas vrai. Ce sont des Rwandais que lui, il sponsorise. Et je vais vous donner la preuve qu'il sponsorise donc les rébellions. Vous savez, tous les groupes rebelles qui ont commencé à l'est de la République, le CNDP de Nkunda Batouare, le RCD Goma, le soi-disant M23, chaque fois qu'on les a battus en brèche, ils fuient, ces militaires-là, ils vont se réfugier au Rwanda. Et ils vivent en paix là-bas, ils se reconstituent et ils reviennent pour attaquer encore. Mais nous sommes un pays naïf. Moi, je vais vous dire une chose. Si je suis président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Je ne veux pas m'arrêter aux frontières de la RDC. Nous allons poursuivre ces rebelles-là juste dans leur dernier retranchement au Rwanda. Mais ça va à la violation de consignes, des accords internationaux. Mais eux, ils violent les consignes en entrant sur le territoire congolais. Œil pour œil, dent pour dent.
Non, s'ils violent les consignes, le M23 n'est pas un groupe congolais. Le M23, ce sont des Rwandais, de l'armée patriotique rwandaise qui ont traversé les frontières, qui ont violé les consignes. Vous parlez de l'œil pour œil, dent pour dent, face à de gens qui peuvent également revendiquer l'intégrité de leur pays et la violation même des consignes et accords internationaux. De leur pays, vous voulez dire de quel pays? Le Rwanda, on parle de Rwanda. Oui, mais le Rwanda viole notre souveraineté nationale. Le M23, c'est le Rwanda. Et toutes les rébellions qui se passent à l'Est, ça se trouve sur le sol congolais. Ce sont des Rwandais qui ont violé des consignes et qui ont violé notre souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Nous devons défendre. Vous étiez en train d'expliquer, si vous étiez élu président de la République, j'enverrai les FRDC pour remettre de l'ordre à l'Est de la République comme ça se passe actuellement. Mais au cas où les ennemis fuient et sont sur le sol rwandais, on doit les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda. Il faut amener la guerre là-bas. Et je vais vous dire une chose, à la fin de la journée, nous devons avoir comme objectif de dénicher le mal là où il se trouve. Le mal aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Il faut aller capturer Paul Kagame, le ramener ici et le juger en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir donc la paix et la paix pour toujours. Mais chaque fois que nous allons nous arrêter aux frontières, il va sentir qu'il n'est pas menacé. Et il va revenir avec ces aventuriers-là pour semer de l'insécurité sur notre territoire national. Comment vous justifiez cela? Capturer un président en fonction dans un pays et puis le ramener ici pour le juger? Il n'y a pas de cours internationaux. Non, lorsque les intérêts de la RDC sont menacés, nous devons les défendre. Et je vais vous donner un exemple, que ça ne serait pas le premier cas où un pays est allé capturer un président étranger pour le ramener et le juger pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous vous rappelez les États-Unis d'Amérique avec Manuel Noriega, qui était le président du Panama. Il avait pris même des machettes, il menaçait les Américains. Vous savez ce que les Américains avaient fait? Ils sont allés au Panama, ils ont poursuivi Manuel Noriega, on l'a capturé, on l'a ramené vivant, on l'a mis en prison à Miami. Il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Donc ce ne serait pas la première occasion ou le premier incident d'un pays qui va poursuivre un président étranger qui cause de l'insécurité donc sur son territoire. Donc nous sommes tout à fait justifiés d'envoyer les FRDC, de capturer Paul Kagame, de le ramener en RDC, de le juger, le garder en prison ici, pour que nous puissions avoir la paix sur l'étendue du territoire national. Comment vous expliquez ou soit juger en fait cette affaire? Est-ce que le problème c'est le Rwandais ou le Paul Kagame? Les deux. Le problème c'est les Rwandais avec Paul Kagame qui est leur dirigeant. Pourquoi? Parce que depuis avant l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir, nous avons vécu des relations de bon voisinage avec le Rwanda. Il y avait un président qu'on appelait Habyarimana. Son avion a été abattu par qui? Par des missiles lancés par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. C'est un criminel qui a commencé depuis très longtemps et la communauté internationale l'a supporté, l'a accepté comme tel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de cela. Paul Kagame a commencé par être terroriste en tirant sur cet avion-là, en tuant Habyarimana. Et à cause de cela, il y a eu ce qu'on a appelé le génocide rwandais. Le génocide rwandais, c'est quoi? En réalité, les Rwandais, entre eux-mêmes, les Hutus et les Tutsis, ils se sont entretués. C'est un peuple violent. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Une fois qu'ils se sont entre eux-mêmes, Paul Kagame en a profité pour arriver au pouvoir. Et entre-temps, parce qu'ils s'entretuaient chez eux, la communauté internationale a demandé à la RDC d'ouvrir les frontières et de recevoir donc les réfugiés qui voulaient trouver refuge quelque part. C'est comme ça que nous avons importé ce problème rwandais sur notre sol aujourd'hui. Pour y mettre fin, nous devons rétablir de l'ordre au Rwanda, pour qu'il y ait un régime qui est dirigé par la majorité des gens, par la démocratie. Et la majorité des gens au Rwanda, vous savez qui ils sont? Ce sont des Hutus. Les Tutsis au pouvoir aujourd'hui, c'est une petite minorité. Et tant qu'on n'a pas aidé les Rwandais à rétablir la démocratie chez eux, à vivre en paix chez eux, ils vont venir semer le désordre chez nous. Donc le temps est arrivé pour que les Congolais changent de stratégie. Et notre stratégie doit être de rétablir de l'ordre au Rwanda pour empêcher que ça devienne un foyer tout le temps de fabrication de rébellions qui vont venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, au-delà de Rwanda,
que vous exploitez d'ailleurs un langage dur partant de votre sainte colère par rapport à la situation qui prévaut à l'Est. Aujourd'hui, ce matin, à Bunagana, on parle d'autres situations. On accuse ou indexe l'Ouganda comme auteur intellectuel de toute cette barbarie. Aujourd'hui, la population passe cette première nuit sous une belle étoile. Comment vous justifiez? Moi, je souhaiterais en tant que pays, c'est pour ça que je dis que nous devons cesser d'être naïfs. Nous sommes un pays souverain et nous entrons en relation de partenariat avec des pays étrangers. Il faut qu'on sache que dans ces partenariats avec des pays étrangers, chaque pays a ses intérêts qu'il défend. Nous, par exemple, quel était l'intérêt pour nous d'entrer précipitamment dans la zone de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est? Quel était l'objectif? Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on a réalisé avec ça. Cette communauté-là ouvre nos frontières à des interventions des armées du Rwanda, de l'Ouganda, de tous ces pays d'Afrique de l'Est, pendant que nous n'avons pas encore un tissu économique responsable, capable de produire pour exporter donc vers ces marchés-là. D'où nous avons ouvert nos frontières trop légèrement, trop rapidement, et ces pays-là en profitent. Je souhaiterais que le chef de l'État et toute son équipe d'état-major et consorts réfléchissent 2 fois sur la stratégie à suivre. Quel est le rôle que l'Ouganda joue? Parce que je vois les déclarations du fils Museveni. Il fait des déclarations où il va faire équipe commune avec les Rwandais. Faire équipe commune avec les Rwandais pour faire quoi? Pour prendre des territoires congolais? J'estime que nous devons nous réveiller. Si nous avons des relations avec le Rwanda, avec l'Ouganda, ces relations doivent être clairement définies. Et si simplement nous sentons que l'Ouganda est en train de prendre la part donc, du Rwanda dans la bataille contre la RDC, nous avons tout à fait droit de pouvoir mettre fin à ce genre donc, de relations de coopération-là. Donc Bunagana doit être repris par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un territoire congolais et il n'y a pas de justification qu'aujourd'hui, qu'il y ait une confusion là-bas, qui ne dit pas son nom, où Bunagana serait contrôlé tantôt par les Ougandais, tantôt par les Rwandais, mais nous sommes en République démocratique du Congo, que tous ces 2 pays-là puissent nous laisser la paix, nous libérer, et s'il faut le faire avec la force, je pense que les forces armées de la République démocratique du Congo sont tout à fait mandatées de pouvoir rétablir donc cet équilibre-là. Ils sont mandatés, mais on évoque une situation où un aspect des choses, vraiment un aspect délicat, on parle de l'infiltration au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez avec une armée comme ça, on pourra lancer les hostilités et vaincre? Il y a une infiltration très ouverte au sein de l'armée congolaise. Et je ne dis pas simplement au sein de l'armée congolaise, au sein des institutions congolaises. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait la proposition de loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. Cette proposition de loi consiste en quoi? Qu'on puisse choisir des fonctions qui doivent être réservées exclusivement aux Congolais dont la loyauté est à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit. C'est parce que j'avais vu qu'il y a beaucoup d'infiltration à tous les niveaux. Ça va au-delà de l'armée et de la police. Et je voudrais maintenant même demander que cette proposition de loi soit étendue à d'autres secteurs, qu'on ne puisse pas se limiter simplement aux fonctions de souveraineté, qu'on regarde tous les échelons de l'administration publique, tous les échelons de l'armée, de la police, de nos services de sécurité, qu'on fasse le recensement de qui est qui. Si on connaît que la personne a un pied dedans, un pied dehors, il peut être congolais, on l'accepte, mais il ne doit pas occuper des fonctions de souveraineté ni dans l'administration publique, ni dans les services de sécurité, ni dans l'armée, ni dans la haute magistrature. C'est comme ça qu'un pays souverain doit pouvoir donc se comporter. Je voudrais vous donner donc 2 exemples qui doivent alarmer nos compatriotes. Tout récemment, Paul Kagame a nommé son ambassadeur, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la France. On découvre que ce monsieur qu'on a nommé, il vivait avec nous en République démocratique du Congo, il a occupé des fonctions importantes au sein de l'administration, il n'est même pas militaire, il n'est pas policier, mais il a occupé des fonctions importantes de l'administration. Qu'est-ce qu'on découvre? Que ce monsieur que nous on croyait était congolais, est Mouchi du Sud Kivu. On vient de le nommer ambassadeur du Rwanda en France. Ça veut dire que nous étions infiltrés. On avait quelqu'un parmi nous que l'on prenait pour Congolais, mais qui en réalité était un Rwandais. Ce qui montre la nécessité de purifier les institutions de la République pour réserver certaines fonctions au sein de l'administration publique, au sein de l'armée, de la police, simplement aux Congolais dont la loyauté est 100% à l'égard de la RDC. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple maintenant, Vincent Karega,
ambassadeur du Rwanda ici, je ne sais pas si on l'a expulsé ou bien il est toujours ici, Vincent Gareka a dit qu'il avait une mère congolaise et que pendant 32 ans, il était congolais comme vous et moi. Soudainement, il est nommé par Kagame ambassadeur donc du Rwanda en RDC. On découvre qu'il était rwandais, alors que pendant qu'il vivait avec nous, on le croyait congolais. Nous devons purifier le Congo de ce genre de personnes-là pour éviter cette infiltration. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 32 ans qu'on le prenait pour congolais, il travaillait pour le Rwanda et pas pour nous. Troisième exemple, lui-même Paul Kagame vient de déclarer, je ne sais pas si cette information est correcte ou pas, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais à l'hypothèse qu'elle est correcte, il vient de déclarer que sa mère est congolaise, locale de la province orientale, donc du côté de Kisangani, et que son père serait un Tutsi rwandais, et par conséquent, il considère que lui-même, il est congolais aussi. Mais vous vous rendez compte, si on ne fait pas passer la proposition de loi Tchang de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, Paul Kagame est tout à fait justifié de venir poser sa candidature pour être président de la RDC. Est-ce que c'est ça le risque que nous sommes disposés à accepter en tant que pays? Mais apparemment, cette question dérange. Toutes ces raisons-là, il nous faut faire passer la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et étendre même cette loi-là aux autres institutions, à tous les échelons dans l'administration publique. Cette question dérange pour beaucoup. Beaucoup de personnes, ils ont tendance à s'énerver quand on parle de cette loi. D'ailleurs, pour certains, ils parlent de la loi de la congolité en lieu et place de parler de la loi de verrouillage aux fonctions, de l'accès aux fonctions. Ça peut déranger les gens qui n'ont pas tous les deux pieds en République démocratique du Congo. Je ne vois pas de raison pour lesquelles un Congolais de père et de mère qui a des pieds en RDC ou même un Congolais qui a acquis la nationalité mais qui se sent foncièrement congolais, je ne vois pas pourquoi cela doit le déranger. Ceux qui sont dérangés, ce ne sont pas des vrais Congolais. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Certains y sont visés. Je vais vous dire une chose. Déjà, l'utilisation du mot congolité montre bien qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. La congolité, on a créé cette terminologie-là pour faire allusion à l'ivoirité. L'ivoirité, c'était le refus de reconnaître la nationalité ivoirienne aux Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'ils étaient des Burkinabés. Nous, on n'a pas un problème similaire en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de Congolais à qui nous refusons la nationalité. Nous sommes très généreux, on accepte tout le monde. Vous êtes des pères ou des mères, on vous accepte, vous êtes Congolais. Vous n'avez pas de parents congolais, vous vous retrouvez sur le sol congolais, vous avez opté pour la nationalité congolaise, on vous accepte comme Congolais. Alors, maintenant, nous voulons simplement faire la distinction entre ce que tous les Congolais peuvent faire et ce que quelques Congolais peuvent faire parce que ce sont des ayants droit. Les ayants droit, ce sont ceux qui sont des pères et des mères congolais. Les autres, on les accepte, ce sont nos compatriotes. Ils peuvent tout faire, sauf toucher à ces fonctions de souveraineté. Et je voudrais vous dire qu'on n'est pas le seul pays du monde à adopter une loi de ce genre-là. Les États-Unis d'Amérique, ils ont 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, au moins 100 millions d'habitants ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. 100 millions, vous vous rendez compte? Nous parlons ici de 100 postes, mais 100 millions d'habitants, parmi lesquels on trouvera les Henry Kissinger, les Madeleine Albright, les Arnold Schwarzenegger, tous ces gens-là ne peuvent pas prétendre aux fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol américain. Je voudrais vous donner le cas de la Zambie ici à côté. C'est le droit du sol. Oui, mais le droit du sol, c'est différent avec nous. Nous avons ici la paternité qui est transmise par le sang. Il faut bien qu'on puisse comprendre ça. Maintenant, regardons le pays à côté ici, la Zambie. La Zambie avait une constitution aveugle comme celle que nous avons aujourd'hui. Ils se sont retrouvés un jour avec un président de la République qui était le vice-président, qui a assumé la présidence temporaire. C'était un blanc écossais. Les Zambiens ont dit, tiens, comment ça nous est arrivé? Ils ont changé la constitution. Aujourd'hui, pour être candidat à la présidence de la République en Zambie, il faut être zambien de nationalité, mais avec les deux parents qui sont zambiens jusqu'à une certaine génération. C'est ça que nous voulons mettre en place aussi comme loi dans notre pays, pour nous assurer que ce pays de Patrice Lumumba, et pour lequel Patrice Emery Lumumba a donné de sa vie, et tant d'autres martyrs de l'indépendance, pour connaître la souveraineté. La souveraineté voulait dire la gestion du Congo par les Congolais, pas la gestion du Congo par des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. En 1960, lorsque les Belges donnaient l'indépendance aux Congolais, ils n'ont pas choisi parmi les enfants métis. J'ai vu une association là qui réclame donc des droits pour être reconnus comme des Belges. Alors, ils n'ont pas choisi parmi ces enfants métis qu'ils ont fabriqués, qu'ils ont laissés ici, l'un d'entre eux pour lui remettre le pouvoir.
Ils ont choisi parmi les Congolais, de souche, des pères et des mères, qui pouvaient représenter la RDC. C'est comme ça que Joseph Kasavubu et tous les autres qui se sont suivis sont arrivés au pouvoir. Donc, ne perdons pas cet élan-là pour que 62 ans plus tard, on puisse basculer le Congo sous le contrôle donc des gens dont la loyauté est tout à fait confuse, qui n'est pas claire, qui ne pourrait pas défendre les intérêts de la RDC à 100%. Donc voilà le sens donc, de la proposition de loi que nous avons faite. La loi Noël Tienne, est-ce que cette loi est jetée dans corbeille de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Comment évolue votre processus de proposition de loi? Voilà ce qui se passe. C'est que nous avons proposé que les fonctions de souveraineté soient réservées, y inclut la présidence de la République, soient réservées aux Congolais de pères et de mères. Cette proposition de loi nécessite des modifications au niveau de la loi électorale. Il y a eu des discussions sur la loi électorale qui viennent de se terminer maintenant. On voulait inclure cela, mais si on inclut cela dans la loi électorale, il faut qu'il y ait des modifications simultanées dans la Constitution. Dans l'article 10 de la Constitution qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise que nous voulons remplacer par l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour qu'un Congolais reste Congolais jusqu'à la mort. Qu'on ne puisse pas dire qu'un Congolais a perdu la nationalité congolaise parce qu'il a opté pour une nationalité étrangère. Et la deuxième modification, c'est l'article 72 de la Constitution qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être Congolais d'origine. Et nous voulons ajouter virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Mais pour faire ces deux modifications-là, il faut modifier la Constitution. Or, dans la Constitution, lisez très bien, on dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas faire des révisions constitutionnelles pendant que le pays se trouve dans l'état de siège. C'est ça la raison qui fait que jusqu'aujourd'hui, nos propositions traînent encore au niveau de l'Assemblée nationale. On attend que l'état de siège donc termine et on va opérer ces changements une fois pour toutes et dans la loi électorale et dans la Constitution. Mais rassurez-vous, avant ou après 2023. Pardon ? Avant ou après 2023 ? Oui, moi je devine que ce sera avant 2023. Je pense que l'état de siège sera levé d'ici là, avant la session de septembre 2022. Et si on lève l'état de siège, en ce moment-là, la session de septembre 2022 va avoir la proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale. Donc ce sera bien avant les élections de 2023. Comme un prophète ou c'est une planification politique ? Non, ça n'a rien à voir avec la planification. Vous savez, si vous voulez que je sois prophète, alors déclarez-moi prophète. Quand j'ai commencé cette histoire, qui avait des non, là on parle d'un fait. La politique, ce sont de faits et non l'imagination ou soit l'abstrait. La politique, c'est aussi des convictions. Je suis quelqu'un avec de fortes convictions. Je crois dans mon pays et je vais protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale de mon pays. Quand j'ai commencé à parler de cela, beaucoup de gens c'est un travail parlementaire. C'est aux parlementaires de fixer. Vous savez, vous pouvez être au Parlement et rester pendant toute une session parlementaire sans ouvrir votre bouche. Vous êtes un parlementaire, mais vous ne foutez rien là-bas. Mais vous pouvez aussi ne pas être au Parlement, avoir des idées que les députés récupèrent et en font donc des propositions de loi bien concrètes. Donc ça dépend de comment vous voyez les choses. Alors parlons d'un fait socialement significatif. La République, on parle de l'augmentation de réserve d'échange. Cette augmentation, vous êtes économiste, vous êtes un spécialiste en matière d'économie. Cette augmentation est pérenne ou juste éphémère? Oui, vous savez, pendant très longtemps, notre pays a connu une situation financière très catastrophique. Et la situation ne s'est pas encore améliorée considérablement, bien qu'il y a des indices qu'on fait des efforts et qu'on fait des progrès. Il est arrivé à la fin du régime de Joseph Kabila qu'on avait des réserves d'échange de près de 1,2 milliard de dollars qui ont été utilisées au point d'atteindre une somme modique de 500 millions de dollars de réserves d'échange pendant cette période-là, pendant la période après Kabila. Et après cela, le pays a commencé à reconstituer donc sa base, à reconstituer cela de différentes façons. Il y a plusieurs facteurs qui sont intervenus pour qu'on ait des réserves d'échange aujourd'hui qui montent à 3,8 milliards de dollars. Qu'est-ce que explique cette augmentation-là? Il y a eu beaucoup de contributions des bailleurs de fonds. Les aides qui viennent de la Banque mondiale et du Fonds monétaire et de la Banque africaine de développement sont allées pour augmenter ces réserves d'échange-là. Et tout récemment, il y a la directrice générale du Fonds monétaire
a donné une information très utile que nous devons intégrer dans notre analyse. Que les avoirs de la RDC en DTS, en droits de tirage spéciaux auprès du Fonds monétaire international, les avoirs là constituent en réalité les épargnes du pays auprès donc du Fonds monétaire. Ces avoirs ont été utilisés à la demande des autorités du Congo, pour moitié pour augmenter les réserves d'échange et pour moitié pour aide budgétaire, pour être utilisés comme des aides budgétaires. Moi, je pense que ces événements-là, on a utilisé donc d'ailleurs tous les DTS. En réalité, nous sommes arrivés à une situation où on est un pays qui n'a plus d'épargne auprès du Fonds monétaire international. On a utilisé toutes les épargnes qu'on avait pour augmenter nos réserves d'échange. Je considère que c'est bien de dire que nous avons 3,8 milliards de dollars de réserves d'échange et ça peut couvrir quelques semaines d'importation comme cela est exigé par les institutions internationales. Mais à la fin de la journée, la qualité de ces réserves n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que normalement, la constitution des réserves devrait venir des exportations accrues du pays. On vend plus de biens du pays à l'extérieur, on gagne plus d'argent, on utilise un peu de cela et le reste, on épargne cela. C'est ça qu'on appelle des réserves. Et ça devrait venir aussi de la diminution des importations du pays. Donc, le pays exporte plus, gagne plus d'argent, mais dépense moins sur les importations parce qu'on produit localement. Quand vous voyez ces deux-là, vous réalisez que nous ne sommes pas ce pays qui produit plus et qui exporte plus ou qui importe moins par rapport à ce qu'on faisait dans le passé. Par conséquent, la qualité de réserve, elle est médiocre. C'est une qualité médiocre parce que ça provient essentiellement de contributions des bailleurs de fonds extérieurs. Et ça n'a pas un caractère permanent, durable. Ça a le caractère donc d'un coup qui s'est passé une fois et qui ne va plus se répéter. Donc ne soyez pas surpris que demain après-demain, avec la reprise des hostilités à l'est de la République, vous commenciez à voir la chute des réserves d'échange parce qu'on les utilise soit pour payer la nourriture, donc les importations, soit pour payer les équipements, d'où les armes ou les chars de combat ou les armes. On parle de la gestion, le travail que IGF a fait, et puis le sérieux que certains dirigeants ont manifesté avec la gestion de revenus ou soit des... Je ne refuse pas que l'IGF ait joué un rôle important pour tenir les gestionnaires, les mandataires de l'État sur leurs genoux afin qu'ils ne puissent pas continuer à dilapider les ressources publiques. Et bravo à tous ceux qui sont impliqués dans le processus et particulièrement à l'inspecteur général des finances, Jules Alinkete. Mais cela n'explique pas nécessairement la qualité des réserves que nous avons. Je viens de vous expliquer que ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec l'IGF. Ce que je dis là, je dis que l'argent est venu du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. On a utilisé les droits de tirage spéciaux qui étaient des épargnes accumulées pendant longtemps. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'IGF. Et donc, la contribution de l'IGF, elle est appréciée. Mais ce n'est pas le seul élément qui explique l'embellie qu'on peut constater dans l'assiette réserve d'échange. Et je voudrais aussi attirer l'attention de nos compatriotes sur un certain nombre de facteurs. Vous savez, la situation financière d'un pays ne se juge pas à travers un chiffre. Ce sont des naïfs qui réfléchissent comme ça. La situation financière d'un pays, il faut regarder l'ensemble des choses. Par exemple, aujourd'hui, avec l'augmentation des recettes de réserves d'échange, avec la mobilisation accrue des ressources publiques, est-ce que la RDC paye correctement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, apparemment c'est positif, personnel médical? J'arrive. Est-ce qu'on paye correctement, régulièrement? Est-ce qu'il n'y a plus d'arriérés de la dette intérieure? Est-ce que sur la dette intérieure, on paye tout ce que l'État devait au secteur public, au secteur privé, aux fonctionnaires de l'État et consorts? Donc, si vous faites le diagnostic, vous allez trouver qu'il y a un début d'embellie, d'amélioration, mais on n'est pas encore arrivé là. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez dans le Grand Kasaï, l'économie du Grand Kasaï est tellement à genoux que toutes les entreprises qui constituaient le fleuron de l'économie de cette partie-là sont en faillite aujourd'hui. Si on a une embellie financière, mais que le gouvernement puisse disponibiliser de 2-3 milliards de dollars pour qu'on puisse relancer la MIBA, qu'on puisse relancer la Kotongo, le Nafitex, qu'on construise les Rousses, qu'on termine la construction du barrage de Katende, de Kafumbu en Ganajika, mais également de Tchala en Bujimaï. Donc, qu'on puisse réhabiliter les écoles et les infrastructures sanitaires. Donc,
Tout cela montre qu'il y a un petit début d'amélioration de la situation financière parce qu'on dit chaque mois qu'on a augmenté les ressources, les recettes publiques, mais on n'en est pas encore au bout de nos peines parce que les problèmes restent entiers et les gens n'ont pas encore commencé à sentir cela dans le panier de la ménagère. Quand on va commencer à sentir cela dans le panier de la ménagère, nous serons les premiers à applaudir, à dire bravo à ceux qui ont contribué donc à cela et que le pays se trouve dans de bonnes mains. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Nous sommes à plus de 35 minutes déjà de cette édition. Nous avions reçu pour vous aujourd'hui professeur et docteur Noël Tiani Mwadianvita. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs? Je voudrais dire merci aux téléspectateurs et surtout, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans les efforts que nous menons pour faire passer cette proposition de loi. Mais nos activités sont arrivées à un point tel qu'on a besoin des contributions de chacun. Il faudrait que vous puissiez nous soutenir pour qu'on continue à mener cette bataille-là, qu'on amène la bataille dans toutes les universités, dans toutes les provinces, ainsi de suite. Pour cela, je vous demande vos contributions financières, dans la limite du possible. On ne vous demande pas des millions. Si vous avez 10 $, envoyez, 5 $, envoyez. Vous envoyez où? Voici les comptes M-Pesa, plus 243 82 00 00 988, ou bien le compte Orange Money, plus 243 85 210 22 22. Toute contribution financière sera appréciée et nous allons utiliser cet argent-là. Pas pour nous enrichir, on n'a pas besoin de ça, mais plutôt pour mener des activités politiques qui amènent à améliorer la gouvernance de la République démocratique du Congo pour que tout le peuple congolais vive bien et vive en toute sécurité sur l'ensemble du territoire donc national. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à nos compatriotes. Je vous en prie, merci pour votre disponibilité en dépit de vos occupations. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition sur 10e rue Télévision, Info 243 et d'autres médias. Merci, on se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.